Allô, on est en juillet, c'est donc l'heure de faire le bilan mi-année lecture, le Mid-Year Freakout Book Tag. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo bilan mi-année livresque, le traditionnel tag que vous avez dû voir passer partout déjà parce que on est en juillet, la mi-année vient de passer et donc plein de gens font ce tag qui a été créé, mon Dieu, il y a vraiment plusieurs années et tout le monde l'adapte un peu à sa façon. Je l'ai fait l'année dernière, j'avais beaucoup aimé ça, donc je pense que j'avais fait aussi d'autres années. Je l'ai fait quelques fois ce tag-là quand même déjà, donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui, on fait une espèce de petit regard là, de comment ça s'est passé mes 6 premiers mois de lecture de 2025. Avant que je commence officiellement, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je vais mentionner vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit pouce en l'air ou encore à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit que vous aimez ce que je vous propose comme contenu. C'est gratuit et ça fait pas mal. Ça fait même plutôt plaisir. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai toujours mon fidèle ordinateur devant moi parce que je ne suis pas capable de me rappeler de toutes ces informations-là par cœur. Donc, je vais y référer au cours de la vidéo. Et non seulement je vais répondre aux questions du tag, mais je vais aussi faire quelques petites statistiques. Alors, on va tout de suite se lancer. Cette année, jusqu'à maintenant, j'ai lu 37 livres sur mon objectif de 50. Donc, je suis vraiment en avance. Par contre, ça ressemble beaucoup à l'an dernier. Ça me donne une moyenne d'environ 6 livres par mois. Et si je continue avec ce rythme-là, je devrais atteindre le nombre de 70 livres environ à la fin de l'année, ce qui est pas mal semblable aussi à 2024. Mais je ne fais aucune garantie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Une panne de lecture est toujours possible, on ne sait jamais. En plus des 37 livres que j'ai lus, j'ai fait plusieurs abandons. J'ai fait 3 abandons réels, on va dire, et puis 6 abandons quand j'ai testé des premiers chapitres de livres qui étaient dans ma liste de ce que je voulais peut-être lire. Finalement, j'ai essayé un chapitre puis je me suis dit non, c'est pas pour moi. Donc ça fait quand même 9 abandons cette année en 6 mois. C'est vraiment ma DNF era, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. L'an dernier, à pareille date, je pense que j'en avais abandonné genre 2. Fait que cette année, je suis vraiment plus à l'écoute de ce qui me tente ou pas. J'ai lu 14 290 pages en tout, ce qui me donne une moyenne de presque 79 pages par jour. On n'est pas loin du 80. C'est semblable à l'an dernier. L'an dernier, j'étais plus aux alentours du 76 pages par jour. Ça me ressemble. Bref, le portrait est fidèle à qui je suis comme lectrice pour l'instant. Mes meilleurs mois de lecture en termes de quantité de livres ont été les mois de juin et les mois de mars. Au niveau des pages lues, par contre, c'est différent parce que j'ai lu des bonnes briques. Donc oui, juin est là, mars aussi, mais janvier, parce que même si j'ai lu moins de livres un petit peu en janvier, c'était des livres volumineux. Et au niveau de l'appréciation de mes lectures, c'est le mois de mars qui a été le plus gagnant, si on peut dire. Je vous en reparle un petit peu tantôt de mes notes, mes moyennes, etc. Sans surprise, le genre que je lis le plus est toujours de la fantasy avec 25%, donc le quart de mes lectures. Le contemporain est pas très loin avec 20% de mes lectures, un petit rattrapage au mois de juin là-dessus. Et la science-fiction fait une remontée comparée à l'an dernier avec 17% de mes lectures. Et aussi, je remarque que j'ai un peu plus d'historique que d'habitude parce que j'ai lu plusieurs romans là, à saveur historique, ce que j'avais pas fait dans les dernières années. Et je vois aussi que dans mon espèce de graphique là, que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est plus éparpillé, pas éparpillé, mais c'est mieux réparti. On va dire que je lis plus de genres, j'explore plus de trucs, j'ai touché à plus de genres dans les 6 derniers mois que, disons, l'an dernier, où j'étais plus restée dans quelques créneaux. Au niveau des auteurs, des autrices, j'ai lu 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc encore là, les femmes sont majoritaires. Les hommes sont un petit peu plus présents que l'an dernier. Probablement parce que aussi je varie un petit peu plus mes lectures, je vous explique pourquoi tout à l'heure. Et au niveau du public qui est visé, 81% de mes lectures sont des livres pour adultes, 16% sont des livres young adult ou new adult et j'ai lu un seul livre jeunesse depuis janvier. Au niveau du format,
là, je suis assez surprise parce que habituellement, je me tiens dans le un tiers, un tiers, un tiers. Et là, cette année, le papier est représenté à 46%, donc des livres papier. 43% des livres que j'ai lus sont en audio. On se rapproche de la moitié. Et un maigre 1% a été lu en livre numérique sur ma liseuse. C'est vraiment beaucoup moins que d'habitude. L'audio a fait un bond, le papier aussi. On verra comment ça va se dérouler pour le reste de l'année, puis c'est une espèce d'équilibre va venir se retrouver au fil des mois, parce que habituellement, je me tiens vraiment dans un tiers, un tiers, un tiers. C'est surprenant. Et puis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos cette année, l'audio m'a sauvé mon année de lecture. Je dirais les premiers mois, là, au moins jusqu'au mois de avril, parce que ma concentration était beaucoup, beaucoup plus difficile. J'ai lu beaucoup de grosses briques aussi qui prenaient du temps, donc dans ce temps-là, on lit, mais on finit moins de livres, on va dire ça comme ça. Et les livres audio m'ont permis de lire plus, de lire sans avoir à utiliser mes yeux. C'est vraiment, vraiment, vraiment gagnant. Hurrah pour les livres audio. Maintenant, parlons des notes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le mois de mars a été mon meilleur mois de lecture jusqu'à maintenant, avec une note moyenne de 4,17. Mais en général, là, mon année se passe vraiment bien. Ma moyenne de notes données en ce moment, c'est 3,85 sur 5. On n'est pas loin du 3,9. Quand on le décortique un petit peu, on a 22% de mes lectures qui sont des 3,5 étoiles, 27% qui sont des 4 étoiles, donc c'est plus du quart, 14% qui sont des 4,5 étoiles, et j'ai quand même un bon 16% qui ont été des 5 étoiles. Ça représente 6 livres 5 étoiles, donc un par mois, ce qui pour moi est bon parce que des 5 étoiles, j'en donne pas à tout vent non plus. Et tout ça, ça m'indique que je fais des meilleurs choix de lecture. Je me connais de mieux en mieux comme lectrice. Les abandons, c'est vraiment, vraiment, vraiment gagnant parce que, évidemment, quand j'abandonne un livre, je ne le note pas. J'indique que je l'ai abandonné dans mes données, dans mon fichier, mais je ne donne pas de note, à moins que je me sois rendue assez loin. Là, mettons que je me rendrais aux 3/4 du livre et que je l'abandonne, j'y donnerai une note. Sinon, si je l'abandonne après un chapitre ou deux, je lui donne pas de note. Puis je me dis que c'est gagnant pour moi. C'était ça que je voulais, en fait. J'ai eu des années où ma note globale d'appréciation était aux autour de 3,3, 3,4. C'est pas terrible, on va se le dire. Quand on frôle le 4 étoiles, là, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais continuer dans cette veine-là. Pour ce qui est de la provenance des livres que j'ai lus, ben, on s'en sort pas très facilement. C'est les États-Unis qui sont là principalement représentés à majorité, compte tenu de notre position géographique, mais aussi du monde de l'édition, des influences, etc. Par contre, je suis fière de dire que le Québec est le deuxième endroit le plus représenté, donc ça me va. Et aussi, j'avais nommé l'objectif en début d'année ou à la fin de l'année dernière, je me rappelle plus trop quand j'avais fait ma vidéo, là, mais de diversifier un petit peu l'origine des auteurs, des autrices que je lis, de lire plus de livres de d'autres pays. Et je le fais. C'est pas parfait, mais cette année, jusqu'à maintenant, j'ai lu un livre qui a été écrit par un auteur égyptien, un auteur chinois, une autrice camerounaise, un auteur estonien, puis un livre aussi d'une autrice coréenne de la Corée du Sud. Donc, je respecte cette résolution et j'en suis très fière. Maintenant, passons aux questions du tag. Il y en a auxquelles je ne répondrai pas parce que moi, un book boyfriend, j'ai pas ça. Première question, quel est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à maintenant en 2025? Bon, là, je dois vous dire que c'est pas facile dans ma tête de choisir. J'ai commencé l'année, le tout premier livre que j'ai lu en janvier était un 5 étoiles qui m'a tellement, tellement comblé, là, vous avez même pas idée. Il s'agit de The Way of Kings de Brandon Sanderson, le premier tome La Voix des Rois, des archives de Rochard, de Stormlight Archives en anglais. Et ce monde est extraordinaire. Ce monde est extrêmement bien construit, il est intéressant. On est sur une planète où il y a une menace qui plane, des anciens pouvoirs qui ont disparu, qui semblent revenir. On suit principalement 4 personnages, je vous dirais. On a là-dedans un ancien soldat devenu esclave, on a
le frère d'un roi qui a été tué. On a une jeune femme qui veut apprendre, se sauver un peu de sa famille aussi est dans le trouble. On a le fils, du frère du roi, mon Dieu, ça devient compliqué mes affaires, mais bref, on a une belle galerie de personnages, on a un background intéressant, il y a de l'action, c'est bien écrit, c'est immersif. Moi, je tombe là-dedans, dans cet univers-là, là, puis c'est comme si le reste... C'est comme si le reste disparaissait. C'est vraiment, vraiment de la belle fantasy, bien développée, prenante. Donc, j'ai commencé l'année avec ce livre-là. J'ai donné 5 étoiles, ça partait fort. Mais là, c'est même pas lui mon livre préféré jusqu'à date. Ben oui, il est dans mes préférés, c'est sûr. Mais il s'est fait déclasser très récemment par Babel de Arif Kwan. J'ai lu ce livre-là dans un vlog il y a pas très longtemps. Et ma foi, j'ai été complètement ébranlée. Je réfléchis encore, j'y pense encore à ce livre-là. On suit un jeune garçon chinois qui se fait comme adopter par un professeur anglais. Notre garçon, il s'appelle Robin Swift. Et puis, il est formé pour devenir un traducteur à l'Institut de traduction de Babel, qui est lié à l'université Oxford. On est en Angleterre, on est dans les années 1830. C'est classé comme la fantasy. Moi, je trouve que c'est plus du steampunk, là, je vous dirais, ou je sais pas trop, là, un truc plus urbain. Parce que oui, il y a de la magie au niveau du pouvoir des mots liés avec des barres d'argent qui donnent des capacités à des objets, d'améliorer leur performance, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre qui parle d'oppression des classes, comme considérées comme plus basses par les classes supérieures, de colonialisme, d'exploitation, de rébellion aussi, de ne pas laisser le pouvoir en place faire ce qu'il veut. C'est super dense, je l'ai dit 28 000 fois déjà, ça m'a fait brailler ma vie. J'ai tellement, tellement pleuré. À la fin, j'ai été détruite. Puis en même temps, c'était satisfaisant. J'aurais pas voulu une autre fin. C'était bien écrit. J'ai tout aimé de ce livre-là. C'est vraiment celui-là que je dois dire qui est mon meilleur livre de 2025 à date. Mais il fallait quand même que je vous parle de La Voix des Rois. La meilleure suite de série maintenant, alors là, ça aussi, c'est vraiment difficile parce que j'ai lu Words of Radiance, qui est le deuxième tome des archives de Rochard, et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai pas donné 5 étoiles. Celui à qui j'ai donné 5 étoiles, c'est Seconde Fondation par Isaac Asimov, qui est le troisième tome du cycle de Fondation, qui m'a vraiment plu parce qu'on conclut un arc qui était commencé dans le deuxième tome, on le conclut super bien, mais après ça, on saute dans le temps, dans l'univers de Fondation de quelques dizaines d'années, puis on a un nouveau personnage qui nous arrive, une jeune adolescente qui s'appelle Arcadia, qui est vraiment, vraiment intéressante à suivre. Dans le cycle de Fondation, c'est un récit de science-fiction, on est dans un futur où un empire s'est effondré, puis on a prédit qu'il pourrait revenir dans environ 1000 ans, là, que la civilisation reviendrait à un niveau plus élevé si une fondation était mise en place pour garder le savoir. Puis là, il y a des complots là-dedans, il y aurait l'idée d'une seconde fondation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a eu 10 000 révélations, j'exagère, mais pas tant. Vraiment beaucoup de révélations dans le livre, ça allait de punch en punch, puis j'ai eu du plaisir, j'ai été surprise, on a stimulé ma réflexion, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce troisième tome du cycle de Fondation, j'ai donné 5 étoiles, donc on va dire que c'est lui ma meilleure suite. Troisième question, une nouveauté pas encore lue mais qu'on compte lire. Alors pour moi, ça va être le troisième tome d'Emily Wilde, Emily Wilde's Compendium of Lost Tales, qui est écrit par Heather Fawcett. Ça a été publié en février 2025. Je suis déjà en attente à la bibliothèque pour le recevoir, mais vous vous en doutez, là, je suis pas la seule, donc il y a plusieurs semaines d'attente. On suit dans cette série-là Emily, qui est une professeure d'université, une scientifique. Son domaine d'expertise, ce sont les fées. On est dans un monde où les fées sont reconnues. Là. Elles existent et tout le monde le sait et le reconnaît. On est dans les débuts du 20e siècle aussi. Et dans ce troisième tome-là,
Emily et son acolyte et collègue Wendell doivent aider un royaume féerique à se défaire d'une malédiction, mais évidemment, il y a plus que ça là, autour de ça, c'est juste que je ne veux pas vous en dire trop si vous n'avez pas lu la série pour rien vous dévoiler, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Faut juste que je sois patiente pour le recevoir. Sinon, évidemment, comme bien des gens, j'ai aussi l'intention de lire Great Big Beautiful Life par Emily Henry. Je sais que les critiques jusqu'à maintenant sont vraiment mitigées. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a d'autres gens que franchement c'est pas un succès pour eux. Il y a plusieurs gens qui ont nommé que ça avait une espèce de vibe de Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. Moi j'avais aimé Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, j'avais pas capoté sur Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, j'avais bien aimé ça, mais j'ai hâte de voir comment Emily Henry, elle, va traiter ce genre d'histoire-là. Ça m'intrigue. J'aime beaucoup, beaucoup la plume d'Emily Henry. Je trouve qu'elle développe toujours des personnages super intéressants. Ses dialogues sont savoureux. Donc, à suivre. Celui-là aussi, je l'attends. Je l'ai réservé à la bibliothèque en audio. J'attends plusieurs semaines encore devant moi. Je vous en reparlerai quand même d'ici la fin de l'année. Croisons les doigts. Une sortie prévue que j'attends avec impatience, ben là, c'est plate, là, mais j'ai la même réponse que l'an dernier, parce que le livre que j'attendais l'année passée, ben finalement, il n'est pas sorti. Sa date de sortie a été repoussée, mais là, normalement, là, d'ici la mi-juillet, ça y est, il sort. Il s'agit de A Witch's Guide to Magical Innkeeping par Sangu Mandana. Et puis, c'est la même autrice que La Société secrète des sorcières extraordinaires, que j'avais adoré. Un genre de cozy fantasy vraiment, vraiment bien fait. Dans celui-là, on va suivre une ancienne sorcière, Serra, qui a perdu ses pouvoirs en fait. Puis elle va aller demander l'aide d'un historien qui s'appelle Luke pour l'aider à retrouver là, ses pouvoirs à l'aide d'un grimoire. Puis aussi, en même temps, elle aide sa tante à gérer une auberge. Donc, je pense que ça va être assez cosy. Puis, j'ai pas vraiment d'autres livres. J'en avais des livres là, que j'avais envie de lire qui paraissaient cette année. J'en ai nommé 2 déjà. Il y avait aussi Sunrise on the Reaping que j'ai déjà lu. Donc, j'ai pas d'autres sorties là, que j'attends avec impatience. C'est celui-là que je renomme. Question 5, ma plus grosse déception. Fait que là, une déception, là, c'est un livre qu'on pensait, pour moi en fait, c'est un livre qu'on pensait aimer, puis que finalement, c'est un rendez-vous manqué. Puis dans mon cas, il s'agit de Tant que le café est encore chaud par Toshikazu Kawaguchi, que j'ai finalement abandonné. Ben oui, il fait partie de mes 3 abandons officiels, là, dont je parlais un peu plus tôt. Je l'ai essayé 2 fois. C'est pas faute d'avoir essayé, là. Je l'ai essayé en livre numérique sur ma liseuse. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Après quelques chapitres, j'étais comme bon, on dirait que j'arrive pas, là. Je m'attache à personne, je suis pas intriguée, j'ai pas envie de continuer l'histoire. Puis finalement, je l'ai essayé en audio, puis ça a été la même chose. C'est quoi ce livre-là? Ben, c'est un livre où des gens vont dans un café, puis pendant qu'ils prennent leur café, tant qu'il est chaud, ils peuvent retourner dans le passé pour régler des affaires. Évidemment, il y a des règles là, à suivre, là, mais normalement, ça aurait dû me plaire. Là. Puis plein de gens que je connais et des gens que je suis sur les réseaux sociaux l'ont lu, l'ont adoré, mais vraiment, pour moi, ça ne l'a pas fait. J'ai lu il y a comme 3 histoires dans le livre. J'ai lu la première histoire au complet. J'ai fait ah, ok, à l'audio, j'ai écouté. Je me suis dit ah, ok, tu sais, c'est correct. Puis là, la deuxième commençait, puis là, je perdais le fil tout le temps. Mes pensées s'en allaient à gauche, à droite, et pourtant, c'est pas parce que je suis pas bonne pour écouter des livres audio. C'est quasiment la moitié de mes livres qui sont lus en audio, fait que j'ai cette capacité-là. Mais pour ce livre-là, ça ne fonctionnait pas du tout. Puis là, après m'être ostinée là, pendant peut-être une couple d'heures avec moi-même, je me suis dit, je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence qu'après 2 essais, ce livre-là, cette série-là, n'est finalement pas pour moi. Donc, j'ai laissé tomber, mais je suis bien déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes. Je m'attendais vraiment à aimer ça, puis c'est pas le cas. Il était vraiment dans ma palle depuis très longtemps en plus. Mais bon, hein? C'est fait à cette heure, je l'ai essayé, puis on passe à d'autres choses.
Question 6, la plus grosse surprise. Ben là, j'en ai deux dont je vais vous parler. Le premier livre qui m'a vraiment surprise, ça a été Part of Your World par Abby Jimenez, qui m'a été recommandé par mon amie Kim de la chaîne Hello Kimi. C'est une romance. On suit Alexis, qui est une médecin urgentologue avec une pression familiale énorme, qui va rencontrer un homme qui gère une auberge, qui est aussi ébéniste, dans un petit village. Leurs mondes vont se confronter, puis ça va amener Alexis à réfléchir à qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans la vie, à tout. Puis cette romance-là, là, c'était vraiment excellent. J'ai pas donné 5 étoiles, mais genre 4.5, c'est venu me chercher vraiment beaucoup. La représentation de la famille toxique était faite de façon extraordinaire. C'était touchant. Les personnages étaient vraiment bien développés. Leur psychologie, pourquoi ils faisaient les choses qu'ils faisaient, leurs décisions, leur façon de penser. J'ai embarqué à fond la caisse. Et si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que les romances, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais quand une romance est aussi bien faite que ça, c'est sûr que là, j'embarque. Donc, je remercie encore Kim de sa recommandation et je vais lire d'autres livres de l'autrice, c'est certain, pour voir si c'était un hasard ou si finalement son style à elle me convient. Et l'autre surprise que j'ai eue, c'est La grosse qui rêvait d'amour par Nadia Tranche-Montagne, que j'ai lu très récemment. J'en ai parlé dans mon vlog de lecture québécoise que j'ai publié au mois de juin. C'est un petit roman contemporain avec un personnage, une jeune femme grosse qui découvre sa vie de jeune adulte, qui découvre sa vie amoureuse, qui découvre sa vie sexuelle, qui apprend à s'affirmer, puis elle aussi elle a une relation familiale pas évidente, là, particulièrement avec sa mère. Ça traite de grossophobie, ça traite de découverte de soi, c'est vraiment bien. Pour vrai, ça m'a laissé avec un beau sourire, un beau petit sentiment de bien-être à la fin. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre-là. Je pensais bien l'apprécier, mais franchement, là, ça a été une très belle découverte, donc je vous le conseille. Maintenant, question 7, nouvelle auteure ou autrice préférée. Là, moi, je me commets pas de même aussi facilement. Pour atteindre le statut d'auteur préféré, il je sais pas, faut que ça soit plus qu'un livre que j'ai lu. Donc, il est encore un peu tôt pour le dire, mais je crois que R.F. Kuang peut-être pourrait devenir une autrice préférée. J'ai vraiment tellement aimé Babel, puis sa façon d'écrire, puis sa façon de réfléchir comme autrice qu'elle nous amenait à nous, les lecteurs, que je pense que c'est très prometteur pour moi. Aussi, cette année, j'ai lu mon premier Philippe Besson. J'ai lu Ceci n'est pas un fait divers et j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Donc, j'aimerais lire d'autres livres de Philippe Besson avant de me prononcer, mais je pense que lui aussi a du potentiel pour devenir un de mes auteurs favoris. Question 8, nouveau personnage préféré. Ben, c'est un personnage que j'ai découvert l'an dernier, mais je pense que c'est vraiment cette année que ça s'est confirmé là, que c'est un de mes personnages préférés. Il s'agit de Veronica Speedwell de la série du même nom par Diana Raybourn. J'en ai lu plusieurs jusqu'à maintenant. Je pense que là, je suis rendue dans le... Je pense que je suis rendue au 6e. J'en ai lu 5. Puis Veronica, c'est une femme intelligente. C'est une scientifique dans une époque où les femmes, ben, ce qu'on attend d'elles, c'est d'être à la maison, de faire des enfants, de s'occuper des hommes. On s'attend à ce que les femmes se marient. Puis après ça, si elles sont dans la haute société, qu'elles tiennent salon, genre, puis qu'elles fassent des activités moins sérieuses, on va dire, là, que les hommes. Et puis Véronica, elle n'adhère pas du tout à ça. Donc, c'est ça, c'est une femme forte, elle est indépendante, elle est intelligente, elle est curieuse, elle a de la répartie. Elle refuse le modèle que la société voudrait lui imposer. Elle ne veut pas rentrer dans le moule, mais en même temps, elle se permet d'avoir des émotions, des sentiments, de les vivre. Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être un personnage anachronique, mais elle fait du bien, elle fait du bien. C'est le fun de la lire, c'est vraiment le fun de la lire puis de la suivre. Je l'adore. Sinon, un autre personnage que j'ai découvert cette année et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Shallan dans l'univers
l'univers des archives de Rochard. Shalane, c'est cette jeune femme qui doit quitter sa famille pour essayer de régler un problème. Elle est comme envoyée, là, comme ambassadrice pour régler un problème. En même temps, elle veut apprendre, elle veut étudier, elle dessine. Elle aussi, c'est une femme intelligente, curieuse. Ils ont comme ça en commun, là, un peu, là, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Mais en même temps, elle évolue beaucoup au fil des 2 romans que j'ai lus jusqu'à maintenant. Elle grandit, elle apprend à prendre sa place, à connaître qui elle est, ses pouvoirs intérieurs et extérieurs aussi. Et franchement, Shalane, c'est vraiment un personnage que j'aime suivre. Question 9, un livre qui m'a fait pleurer. Ben, j'en ai déjà parlé tout à l'heure de Babel qui m'a fait broyer ma vie. J'ai aussi pleuré dans Part of Your World parce que, ben là, soyons honnêtes, là, moi je suis une grande braillarde. Alors, ça m'arrive très fréquemment de pleurer dans des livres. Fait que là, je vais vous en parler d'un que j'ai pas encore nommé. Il s'agit de La perle et la coquille par Nadia Hachimi. Dans ce livre-là, on suit 2 histoires de femmes à 2 époques différentes en Afghanistan. On est en 2007, puis on est dans les années 1915-20, dans ces eaux-là. Et puis, elles ont un destin un peu parallèle. Puis, j'ai vraiment été touchée par ce qu'elles vivent. C'est dur, c'est pas facile. Il y a certaines scènes en particulier où j'ai vraiment, vraiment pleuré. Là. Ça a été difficile par moments, plein d'émotions. C'est un très bon livre. C'est une lecture commune avec Maps. Fait que c'est ça, j'ai pleuré. Question 10, un livre qui m'a rendue heureuse. Ben là, je vais nommer, ça va peut-être être surprenant, L'homme qui savait la langue des serpents par Andrus Kivirak. Ce livre-là, j'en ai parlé dans mon dernier bilan. Et puis, je dois dire que ça a été un régal. Ce livre-là, là, pour vrai, là, à date, il est dans mon top de l'année, c'est sûr. J'ai rigolé, là, comme une petite enfant, là. J'écoutais, puis je faisais comme « Oh, c'est drôle, c'est drôle! Oh, c'est bon, c'est bon! » J'étais dans ma voiture en audio, puis je riais comme toute seule, puis j'en revenais pas. Bon, je vais vous dire de quoi ça parle, là. On suit Lemet, un garçon. On est au Moyen-Âge, en Estonie. Puis Lemet, c'est un garçon qui est élevé, puis par ses parents, il vit dans les bois. Ils sont en communion avec la nature. Il parle aux animaux. Lui, il apprend la langue des serpents. C'est le dernier homme qui va apprendre la langue des serpents parce qu'en parallèle, on a comme un espèce de changement qui s'opère avec des gens qui décident de s'installer dans des villages, puis de faire de l'agriculture, puis de manger du pain. Puis là, ils parlent plus aux animaux. Ils perdent cette habileté-là. Et là, c'est comme ces 2 mondes-là là, qui se rencontrent. Puis comment le changement de l'ancienne civilisation à la nouvelle est un peu comme inévitable, mais on suit le maître pendant toute sa vie. Puis au début, là, quand il est enfant, là, c'est tellement savoureux. Il est ami avec un serpent, Intz, qui est un personnage fabuleux. Il y a des ours qui séduisent des femmes. Il fait plein de conneries comme un enfant. Il apprend des affaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai adoré ça. Après ça, ça devient beaucoup plus sombre vers la fin, mais ça n'a pas gâché mon plaisir. Ce livre-là m'a rendue vraiment, vraiment heureuse. Pleine de bonheur. Pleine de bonheur à lire ce livre-là. Question 11. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Et pour moi, là, ça ne peut pas être autre chose que Fanny Cloutier, tome 6, Le Manoir. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les Fanny Cloutier, là, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont magnifiques, ces livres-là. Je veux dire, c'est de l'art. C'est de l'art. Fanny qui écrit son journal, qui dessine aussi, qui nous met plein d'images. C'est juste trop beau. L'intérieur est beau, la couverture est belle. C'est cartonné, on a comme une petite fenêtre là, qui nous ouvre sur Fanny. Je veux dire, que demander de plus? C'est les plus beaux livres que je possède. Et Fanny Cloutier, c'est les plus beaux livres. C'est les plus beaux livres. C'est même pas une compétition. Question 12, les livres que tu dois terminer d'ici la fin de l'année. Ben là, moi, j'ai une pile à lire ultime là, de 2025. Elle est encore bien remplie. Il y a encore beaucoup de livres dessus. Mais entre autres, je veux... Oh, je vais aller le chercher parce que je l'ai. Donc, je disais que je veux lire Divine Rivals par Rebecca Ross, que j'ai en format... parce que je l'avais acheté en cadeau à ma mère, qui maintenant me l'a prêté. Et il fait partie de ma pile ultime de 2025, donc il faut que je le lise d'ici la fin de l'année. Vraiment. J'ai aussi Sight de Neil Shusterman depuis des années dans ma bibliothèque, La Faucheuse, que je n'ai toujours pas lu. Il paraît que c'est bien bon.
Faut que je le lise cette année. Et j'ai Pride de Ibi the Boy que j'arrête pas de repousser d'année en année. Il se retrouve toujours dans ma palle ultime, puis j'y arrive pas. C'est un retelling de Pride and Prejudice qui se passe à New York de nos jours. Je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais là, cette année, là, faut que je le lise. OK? Faut que je le lise. Puis évidemment, plein d'autres livres que j'ai envie de lire. Ben, j'y arriverai. On verra. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon bilan de la mi-année livresque, le Mid-Year Freakout Book Tag, que je ne freak out pas tant que ça dans le fond parce que ça va bien mes affaires. Venez me dire dans les commentaires comment ça se passe de votre côté, votre année de lecture jusqu'à maintenant. C'était quoi votre meilleur livre jusqu'à maintenant? Est-ce que vous en avez une, vous, une déception? Venez me dire tout ça, ça m'intéresse vraiment. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici mais que vous savez pas quoi commenter, venez me mettre un petit bonhomme zen, là, ça qui fait du yoga ou qui est comme ça, là, le petit emoji avec les petites mains comme ça. Un petit bonhomme zen dans les commentaires, là, ça serait parfait parce que je suis comme Maps, moi, je suis zen à la mi-année. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie énormément d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!